Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Mais tout d'abord, le deuil périnatal, qu'est-ce que c'est ? D'après l'OMS, on parle de deuil périnatal lorsque des parents perdent leur bébé en cours de grossesse, à partir de 22 semaines d'aménorrhée, soit 4 mois, et jusqu'à 7 jours après la naissance. En France, environ 7000 familles seraient concernées chaque année. En réalité, elles sont beaucoup plus nombreuses, si l'on considère que ce type de deuil touche toutes les personnes dont la grossesse s'interrompt, dont le bébé décède in utero, peu importe le terme de la grossesse, ou quelque temps après sa naissance. Au-delà de cette définition, qu'est-ce que représente ce deuil, ce drame, pour les femmes et les hommes qui le vivent ? Marie-Josée Soubieux est psychiatre et psychanalyste. Elle a écrit l'ouvrage Le berceau vide, publié aux éditions Erès, et a co-animé pendant de nombreuses années un groupe de parole pour les mères endeuillées. Dans ce premier épisode, elle vous donne quelques clés pour vous expliquer cette épreuve encore taboue et méconnue. Le deuil périnatal est une réalité à laquelle les professionnels de santé qui exercent en libéral peuvent être confrontés lorsque une de leurs patientes, un de leurs patients traverse cette épreuve. Afin d'aider justement ces soignants à mieux accompagner ces personnes, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste ce deuil périnatal ? Le deuil périnatal est un deuil très singulier parce que d'abord il survient à une période particulière qui est le temps de la grossesse. C'est un moment où tous les repères sont bousculés. Donc il va y avoir à ce moment-là deux mouvements psychiques très importants qui vont se produire lorsque la mort survient. C'est-à-dire que d'un côté, les parents étaient dans un mouvement de vie. Et là, ils vont perdre cet enfant et ils vont être dans un mouvement de deuil. Donc, comment contenir ces deux mouvements si opposés ? Il s'agit de faire le deuil d'un enfant qui était attendu, d'un enfant rêvé, qui devait façonner toute la vie future des parents et dont l'existence n'est pas reconnue par l'entourage et même parfois niée. C'est vraiment une part de soi que les parents perdent. C'est une véritable amputation de soi et aussi de leur statut. Ils étaient en train d'accéder à un statut de parents et ce statut-là ne va pas leur être reconnu. Plus rien ne sera comme avant. C'est vraiment l'effroyable qui est entré dans leur vie. Tous leurs repères sont bousculés. Ils sont dans l'indicible, l'irreprésentable. On parle souvent de deuil périnatal quand il s'agit d'une mort fœtale in utero ou d'une interruption médicale de grossesse ou de la mort d'un bébé en néonat dans les 7 premiers jours de vie. Mais pour moi, le deuil périnatal va vraiment au-delà de ça. Pour moi, ça concerne aussi les fausses couches, ça concerne les réductions embryonnaires, les interruptions sélectives de grossesse, les PMA. D'ailleurs, dans le groupe des mères endeuillées que j'animais avec une collègue, il y avait des femmes qui avaient fait une fausse couche, il y avait des femmes qui avaient eu une mort fœtale in utero, d'autres une IMG, d'autres un décès en néonat. Et en fait, toutes, elles se soutenaient, elles se reconnaissaient parce que pour elles avaient perdu un bébé, que ce soit à quelques semaines ou à plusieurs mois. Marie-Josée, nous allons écouter 3 courts témoignages de femmes à qui j'ai posé la question suivante. Si vous deviez expliquer ce qu'est le deuil périnatal à une personne qui ne l'a pas vécu, que diriez-vous ? Je précise qu'elles ont toutes les 3 vécu des réalités médicales différentes. Je vous laisse découvrir leurs réponses. Le deuil périnatal, c'est une peine abyssale, des pleurs à en couper le souffle, de l'incompréhension, de la colère. Son cœur a cessé de battre, c'est tout simplement inaudible. Le deuil périnatal, c'est aussi accoucher, mais rentrer de la maternité sans bébé. Le deuil périnatal, pour moi, c'est tout d'abord un ouragan, une tempête, qui emporte tout sur son passage
et qui laisse derrière elle le néant, le vide, la solitude et le silence. Silence et vide de l'absence de mon bébé, certes, mais aussi silence et vide de la société et de l'entourage. Ne plus en parler, ne plus y penser, comme si la perte de son bébé in utero faisait qu'il n'avait jamais existé. C'est un sentiment de solitude extrême face à un vide immense que peu de personnes peuvent comprendre. Parce que perdre un bébé juste après sa naissance, c'est perdre un être que peu de gens ont pu connaître, comme s'il n'était pas vraiment réel. Mais pour moi, il l'a bien été. C'est avoir le cœur serré à chaque fois qu'on nous demande combien on a d'enfants et hésiter entre mettre mal à l'aise les gens ou avoir un sentiment de trahison envers notre enfant. C'est avoir besoin qu'on parle de son bébé et apprécier que ses proches prononcent son prénom et ne fassent pas comme s'il n'avait jamais existé. C'est avoir ce besoin d'en parler et cette peur que son enfant soit oublié. Parfois, c'est aussi avoir besoin qu'on reconnaisse notre chagrin, peu importe les mois ou les années qui passent. Son cœur s'est arrêté, c'est tout simplement inaudible, dit l'une des mamans qui évoque également des pleurs à couper le souffle, de l'incompréhension, de la colère. Marie-Josée Soubieux, le deuil périnatal commence au moment d'une annonce, d'un diagnostic. C'est par exemple le diagnostic d'une mort fœtale in utero ou l'annonce d'une pathologie qui mènera peut-être jusqu'à une IMG, l'IMG étant possible jusqu'à la fin de la grossesse dans 2 cas de figure, soit pour sauver la femme enceinte, soit lorsque le fœtus est porteur d'une pathologie d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic. Alors Marie-Josée, qu'est-ce qui se joue émotionnellement, psychiquement, pour les femmes et les couples qui reçoivent ce genre de diagnostic? Dans un premier temps, c'est le choc total. Hein, c'est vraiment une sidération, une effraction, enfin dans le psychisme. Lorsqu'il y a mort fœtale in utero, la sage-femme qui fait l'échographie ou l'obstétricien va dire le petit cœur s'est arrêté, enfin quand il le dit en plus en termes assez gentils, et puis parfois il dira il n'y a plus d'activité cardiaque. Donc c'est un gros choc pour les parents. On annonce la mort de façon très très brutale. Les annonces d'une grave pathologie qui sont aussi un traumatisme, qui sont aussi un choc. Je crois qu'il faut surtout insister sur l'annonce, que ce soit pour une mort fœtale in utero ou pour une grave pathologie, qui doit être faite avec des mots les moins traumatisants possibles. Il peut y avoir plusieurs réactions ensuite. Soit quelquefois les parents voudraient que ça s'arrête tout de suite parce que c'est trop insupportable. Soit au contraire, ils veulent pas du tout y croire. Et ce déni était en fait un déni protecteur aussi, hein, pour gagner du temps un peu sur le psychisme, pour retrouver un peu sa pensée. Donc je crois que dans ces moments-là, ça va être très important de pouvoir les accompagner, de leur donner un délai. Le délai, l'attente est quelque chose de très très important si c'est une attente accompagnée. Cette attente, dans le cadre d'une IMG, c'est l'attente entre le diagnostic et le moment où la grossesse s'arrête. C'est un processus qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais il y a aussi l'attente dans le cas d'une mort fœtale in utero. On va annoncer aux parents que le cœur s'est arrêté, mais l'accouchement ne va avoir lieu que plusieurs heures après, parfois même plus de 24 heures après. C'est d'ailleurs pendant ce temps d'attente que les parents vont recevoir beaucoup d'informations sur le devenir du corps, la possibilité de voir le bébé après l'accouchement, lui donner ou pas un prénom, envisager éventuellement des obsèques. Ce sont des heures qui peuvent paraître interminables. Absolument, ce sont des heures qui peuvent paraître interminables. Ce temps-là qui est très important pour que les parents réalisent un petit peu ce qui vient de se passer et accompagner leur bébé au mieux, enfin en tout cas en accord avec eux-mêmes. Ce qui va être très important, c'est de pouvoir permettre aux parents de retrouver leurs pensées. Parce que les parents, en fait, ils ont des ressources psychiques insoupçonnées, très grandes, et tout le travail qu'on va faire, toutes les équipes, que ce soit à l'hôpital, que ce soit les personnes à la sortie de l'hôpital, va donc les aider à pouvoir reprendre possession de ces ressources, et on sera très surpris de voir tout ce qu'ils pourront faire. Parfois, ils ont envie de mettre un poème, ou ils ont envie de mettre un petit objet. Enfin, ils ont besoin de réfléchir à ce qu'ils souhaitent pour leur bébé. Est-ce que ça sera des obsèques, des funérailles dans le caveau familial, ou plutôt confier le corps de leur bébé à l'hôpital, qui va l'associer à d'autres petits bébés, et donc il y aura une crémation collective. Ils ont besoin de réfléchir à tout ça. Est-ce qu'ils veulent le voir ou pas? Enfin,
C'est des questions très très importantes, donc il faut qu'ils soient accompagnés. Et puis l'une des informations qu'il va falloir recevoir ensuite, c'est le fait d'accoucher par voie basse d'un bébé mort-né quand le décès a lieu in utero, et c'est une nouvelle extrêmement choquante que les femmes doivent encaisser à ce moment-là. Oui, l'annonce de l'accouchement par voie basse est vécue avec beaucoup de frayeur. En plus, il y a beaucoup de primipares qui sont dans cette situation, donc elles n'ont jamais accouché. Donc déjà, un accouchement lui-même, ça fait peur. C'est l'inconnu. Et là, encore plus, d'accoucher d'un bébé mort. Et je me souviens, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler donc avec les équipes de diagnostic anténatal et donc les parents qui perdaient un bébé, les femmes avaient très très peur. Elles étaient terrorisées. Elles me disaient mais c'est pas possible. Moi je veux être endormie. Je ne veux rien voir. Je ne veux rien ressentir. On disait très peu de choses sur cet accouchement, sur ce qui allait se passer avec le bébé, si on pouvait le voir ou pas. Enfin, et puis, en fait, on s'était aperçu que si les femmes ne vivaient pas leur accouchement, il y avait un blanc qui restait toujours, qui rendait encore plus compliqué ce travail d'élaboration de la perte de leur bébé. Donc on a essayé de vraiment les entourer. Et j'ai envie de dire que maintenant, les femmes s'autorisent à le revendiquer, cet accouchement. Parce que c'est une façon aussi de se sentir les mères aussi, et que de pas gommer ce qui s'est passé, de pas gommer la grossesse, de pas gommer l'avènement de l'enfant, même s'il est mort, elles ont vraiment accouché. Et puis pour bien saisir les améliorations qui a eu lieu ces dernières années dans l'accompagnement et la reconnaissance du deuil périnatal, il y a donc ces avancées dans le domaine médical, avec notamment une meilleure prise en charge de l'accouchement. Tout cela a été accompagné d'avancées dans le domaine administratif, alors possibilité de déclarer le bébé à l'état civil quand il y a eu un accouchement à partir de 15 semaines d'aménorrhée. Il y a aussi le congé maternité et paternité lorsque l'accouchement a lieu à partir de 22 semaines d'aménorrhée. Alors, ce congé maternité est parfois compliqué à vivre pour certaines femmes qui, en fait, n'ayant pas donné naissance à un bébé vivant, ne s'autorisent pas à vouloir prendre ce congé de maternité. En tout cas, c'est très bien que ça existe et la plupart des femmes quand même le prennent. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a un congé paternité. Parce que les pères aussi ont attendu ce bébé, l'ont rêvé et souffrent, et ils ont besoin d'y repenser avec leur compagne. D'ailleurs, avant, ils reprenaient très vite le travail, où ils étaient souvent très mal accueillis. On ne tenait pas compte de ce qu'ils venaient de vivre. On leur demandait jamais comment ils allaient. Dans le meilleur des cas, on leur disait « Comment ça va ta femme ?» Alors justement, dans ce drame, la femme a été la plus exposée physiquement à cette épreuve, mais le coparent, le père, lui aussi vit un deuil. Ce n'est pas un deuil exclusivement maternel et c'est essentiel de le rappeler. Les deux parents souffrent énormément de la perte de leur bébé. Les mères, peut-être, se laissent davantage aller à leur chagrin, et les pères n'osent pas l'exprimer, veulent protéger leur femme, veulent la soutenir. Et puis, il n'est pas de très bon ton dans la société, quand on est un homme, de se laisser aller, de pleurer. Mais vraiment, ils souffrent tous les deux. La maman, parfois, a l'impression que son conjoint n'y pense plus parce qu'il n'en parle plus. Et en fait, très souvent, il n'en parle plus parce qu'il a peur de lui faire mal, il a peur de ne pas être assez fort aussi pour la soutenir. C'est très important, en effet, d'ouvrir des espaces aux pères. Ils se sentent souvent mis de côté. Et je crois que c'est important, après la naissance aussi, de continuer à leur demander comment ils vont, d'ouvrir des portes, en tout cas, qu'ils puissent éventuellement raconter ce qu'ils ont vécu. Raconter ce qu'ils ont vécu, alors même que le deuil périnatal est un deuil assez singulier, avec une forme de silence, en fait, qui s'abat sur cette épreuve, une forme de tabou. D'ailleurs, les questions liées au vide, au silence, reviennent beaucoup dans les courts témoignages que je vous ai proposés. Ce deuil, il est très spécifique, car on comprend qu'il y a l'impensable qui se produit. On peut mourir avant de naître, ou quelque temps après être venu au monde. C'est un choc énorme pour les parents. Quelles seraient pour vous les autres particularités de ce deuil par rapport à un deuil, on va dire, plus classique ? Ce qu'on retrouve chez toutes les femmes qui vivent un deuil périnatal, chez les pères également, c'est cette indifférence, ce manque quand même de reconnaissance de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent encore, de la perte de leur bébé, et du bébé lui-même qui n'est pas reconnu. Et c'est quelque chose dont
tous et toutes souffrent beaucoup. Oui, ce silence autour d'eux. Hein, il y a même des fois des amis proches qui n'osent pas prendre des nouvelles. Par ailleurs, les réactions de l'entourage aussi ne sont pas du tout celles qu'on a habituellement chez les endeuillés, qu'on soutient. Là, on les évite. Combien de fois des mamans, des parents m'ont dit qu'au travail, on les évitait, ils voyaient les collègues tourner au premier couloir pour pas les voir. Donc l'indifférence souvent, ou en tout cas la gêne. C'est aussi un deuil qui bouscule les générations. On a une certaine représentation de la vie et de la mort. Enfin, on est petit, on grandit, et puis on devient adulte, et puis plus tard, quand on sera bien vieux, voilà, on va mourir, comme on a vu nos grands-parents mourir. Bien sûr, je sais bien qu'il y a des morts prématurées par des accidents des guerres, etc. Mais quand même, c'est la représentation qu'on a en général. Là, le bébé, le petit enfant, va mourir avant ses parents et avant ses grands-parents. Et l'ordre, oui, des générations est complètement bousculé, quoi. Donc ça, c'est vraiment très perturbant. Et puis, c'est un deuil qui a une dimension corporelle très importante. L'une des femmes qui témoignait mentionnait le vide dans le corps pendant ce postpartum sans le bébé. Tout à fait, c'est un deuil qui se passe dans le corps de la mère et c'est un deuil justement qui pose la question du maternel, de la féminité. Et moi, j'ai été assez surprise quelquefois, enfin, de pouvoir constater que le deuil dans le corps se produit en même temps que le deuil psychique. Et elles éprouvent aussi des sensations kinesthésiques de manque, tout comme les amputés. Parfois, la douleur est si insupportable, indicible, le chagrin immense, qu'elles ne peuvent l'exprimer uniquement que par des plaintes somatiques. Et ça, je pense qu'il faut être attentif à ce qui se passe dans le corps et que peut-être, justement, les kinésithérapeutes, les médecins généralistes pourraient se trouver confrontés, justement, à ces plaintes somatiques à la place d'un chagrin exprimé avec des pleurs, avec des cris. Parfois, d'ailleurs, ça peut tout à fait surprendre les soignants de rencontrer des mamans qui semblent indifférentes, un peu froides après la mort de leur bébé. Mais c'est justement parce qu'elles ne peuvent pas l'exprimer, ce chagrin, et que ça va passer par des plaintes somatiques. Donc il faut décrypter cela. Mais pour vous, il est important de préciser que ce n'est pas nécessairement un bébé pour toutes les femmes et couples qui sont confrontés à cela. Est-ce que vous pourriez expliquer justement ce qui se passe ? Parfois, c'est tellement difficile, effroyable de penser qu'on a perdu son bébé, qu'on va devoir s'en séparer parce qu'il a une pathologie très très grave, qu'on déploie en soi des mécanismes de défense extrêmement puissants et que on va arriver à pouvoir dire, comme un père me disait un jour, pour moi c'est une entité philosophique. Et une autre maman m'avait dit juste avant d'ailleurs d'avoir une interruption médicale de grossesse, pour moi c'est un kyste, un bouton qu'on doit m'enlever. Et cette maman d'ailleurs que j'ai suivie régulièrement parce qu'elle avait accepté qu'on ait des entretiens, m'avait dit 4 mois plus tard, maintenant je réalise que j'ai perdu une petite fille. Et elle m'a donné le prénom de sa petite fille. Mais donc sur le moment, c'était impensable pour elle de penser qu'il s'agissait d'un bébé. On ne sait pas ce que va représenter ce bébé dans la tête des parents. Et ça aussi, ça peut être compliqué pour le travail de deuil, parce que s'il y a un déni qui peut être tout à fait temporaire, parce que protecteur, en même temps, s'il n'y a pas de bébé, comment on peut faire le deuil de ce bébé ? Et je crois que pour les personnes qui vont accompagner ces parents, c'est important de le savoir pour ne pas les brusquer non plus. Ils n'ont pas la possibilité psychique à ce moment-là de pouvoir accepter que ce soit un bébé qu'ils ont perdu. Donc ça, c'est vraiment extrêmement délicat et il faut faire très attention à ça. Et je sais que quand je travaillais à Necker, en fait, les sages-femmes, justement, on en avait parlé et disaient « Comment voulez-vous qu'on en parle ?» Et les parents me l'avaient dit après aussi. Ils m'avaient dit on a senti qu'on nous donnait la possibilité, la liberté de pouvoir penser, de parler de notre bébé à notre manière, comment on pouvait se le représenter actuellement.
L'une des mamans qui témoigne parle du fait de reconnaître le chagrin, peu importe les mois ou les années qui passent. Le deuil périnatal, ce n'est donc pas l'affaire de quelques semaines, comme on pourrait l'imaginer vu de l'extérieur. En fait, il y a des tas d'événements. D'abord, toutes les dates anniversaires, il y a vraiment un réveil très fort de la douleur. Et de toute façon, ce deuil ne sera jamais fini. Et je me souviens aussi d'une autre maman qui avait... Elle se présentait presque plus comme une grand-mère, comme une mère, mais en fait, les mamans l'ont accueillie comme si elle était du même âge. Et donc, elle a pu parler de cette petite fille qu'elle avait perdue. Et elle était très émue quand on a prononcé son prénom. Elle a dit, vous vous rendez compte, en 40 ans, c'est la première fois que quelqu'un prononce le prénom de ma petite fille. Alors, on comprend bien qu'il y a énormément de facettes à ce deuil périnatal, ne serait-ce que d'un point de vue médical. Et pourtant, il y a quand même des aspects qui lient toutes ces femmes et tous ces couples qui vivent cette épreuve. Pour résumer, il y a l'indifférence de la société, c'est le traumatisme aussi de certaines étapes qui jalonnent ce drame, le diagnostic, l'accouchement par voie basse éventuellement. C'est ne plus envisager une future grossesse de la même façon, et nous y reviendrons justement dans un prochain épisode. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un avant et un après pour celles et ceux qui traversent cela? Je crois que la vie ne sera jamais la même pour tous, ceux qui ont vécu ce drame. Cet après, bien sûr, il peut être enrichi par ce qu'ils ont vécu, de la manière dont ils vont vouloir en faire quelque chose, mais de toute façon, la vie ne sera plus jamais la même. Et aussi quelque chose de très important quand même que je retrouve très souvent, c'est une certaine perte de confiance quand même en la vie. C'est quelque chose comme une trahison un peu de la vie, trahison un peu du monde. C'est extrêmement important de bien accompagner les parents, et longtemps, car ils ont effectivement des possibilités d'élaboration, mais il ne faut pas qu'ils soient seuls à porter la mémoire de cet enfant mort, parce qu'ils vont dépenser toute leur énergie psychique à le faire. Ils ne pourront plus investir la vie. En effet, la vie peut être belle après. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer et des choses très riches. Mais pour que le changement de leur vie puisse se passer le mieux possible et qu'il y ait des belles choses puissent arriver, il faut absolument accompagner ses parents. Il ne faut pas qu'ils restent seuls. Sinon, ils vont dépenser toute leur énergie à penser à ce bébé dont plus personne ne parle. Accompagner ses parents à l'hôpital et aussi après, telle est la mission des professionnels de santé. Mais comment faire ? Dans le prochain épisode du podcast du Chem Santé, Marie-Josée Soubieux vous guidera pour que vous puissiez être présent de la manière la plus ajustée possible auprès de vos patients. Que vous soyez médecin généraliste, sage-femme, infirmière, infirmier, pharmacien, kinésithérapeute ou encore psychiatre, votre profession aura ensuite un épisode dédié. Un grand merci à Marie-Josée Soubieux pour sa participation. Marie-Josée Soubieux, psychiatre, a écrit de nombreux ouvrages et articles à propos du deuil périnatal. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez les références ainsi que des ressources complémentaires dans la description de cet épisode. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du Chem Santé.